Bienvenue dans le Before. Ce mercredi 9 décembre 2020, le Real Madrid va recevoir au stade Alfredo Di Stefano le Borussia Mönchengladbach. Et ceci pour la 6e et dernière journée de la Ligue des Champions dans le groupe B. Saad Etroya, bonsoir. Bonsoir Taïeb, bonsoir à tous. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ce Borussia Mönchengladbach qui sort un peu de nulle part? Oui, donc c'est un club, comme on a déjà discuté sur le dernier Before concernant le match Gladbach de l'aller, c'est un club légendaire des années 80. Peut-être que ma génération n'a pas assisté à l'épopée dorée du club, mais bon, on avait un petit aperçu lors du match aller. Donc ce club-là, qui se porte un tout petit peu moins bien en championnat allemand qu'en Champions League. À titre d'exemple, ils sont classés 7e avec que 4 victoires sur 10 matchs. Dans le championnat allemand, la Bundesliga, par contre, en Champions League, ils sont premiers du groupe. Ils sont très bien partis pour justement garantir une place qualificative au deuxième tour. Comme on sait, c'est un groupe très serré où même l'Inter Milan, pardon, qui est dernier du groupe, a encore une chance de se qualifier. Donc c'est très disputé et les Allemands sont très motivés pour garantir au moins un match nul qui les fait passer au deuxième tour. Donc c'est une équipe qui joue un football offensif, qui, comme le match aller, dispose d'un schéma tactique très inhabituel pour le Real Madrid de 3-5-2. On n'est pas habitué à jouer des équipes contre ce format-là, en prenant en considération également leur ligne d'attaque qui est menée par l'international français Alassane Plea, qui vit la meilleure partie de sa carrière. Il est en moyenne à un but tous les 100 minutes, donc c'est une statistique énorme pour ce début de saison. Tout laisse à penser que ce sera un match difficile hors le contexte. Juste footballistiquement parlant, ça va être très difficile de battre cette équipe du Borussia Mönchengladbach. Alors, on va revenir au Real Madrid. Le Real Madrid qui est sur une deuxième claque contre le Shakhtar. On notera aussi que le Mönchengladbach reste sur une défaite contre l'Inter de Milan. Alors, dans ce match-là, il y avait beaucoup d'absents. Alors, qu'en est-il de l'effectif du Real Madrid et est-ce que les absents sont de retour? Donc oui, comme on sait, ce début de saison, il y a eu beaucoup de blessures. Alors, on était content du retour d'Alvaro Odriozola et Luka Jovic la semaine dernière, qui avaient déjà repris l'entraînement collectif. Odriozola a été convoqué pour le match en Liga. Par contre, Luka Jovic a été mis au repos. On leur ajoute depuis lundi le retour de Daniel Carvajal et Fede Valverde qui ont rejoint le groupe. Deux pièces maîtresses, on connaît leur importance au sein de ces effectifs. Par contre, on a le regret de ne pas avoir à disposition Odegaard. Odegaard qui est une option en plus pour le milieu de terrain. Malheureusement, il a été encore blessé. On va discuter ça vers la fin de ce before. Sinon, on peut noter également le retour de Sergio Ramos qui sera en effet disponible pour le match de Gladbach. Alors, nous l'avons dit dans le dernier Before que nous ferions une émission un peu spéciale, entre guillemets. Alors, il y a plusieurs enjeux. Il y a deux gros enjeux pour ce match-là. Parce que le Real Madrid est troisième avec 7 points, le Shakhtar est deuxième avec 7 points et le Borussia est premier avec 8 points. Et on voit bien que le Real Madrid a son destin en main, mais il doit absolument gagner le Borussia Mönchengladbach. Alors, quels sont d'abord les enjeux sportifs? Donc oui, d'un point de vue sportif, c'est un match, un jeu très important. Je pense que de ma vie et de la tienne, on n'a jamais vu le Real Madrid éliminé de la phase de poule de la Champions League. Euh, je ne suis pas prêt émotionnellement à vivre cela, en toute honnêteté, mais voilà, si on a parlé de l'aspect sportif, il y a deux éventualités. C'est qu'on peut encore finir dernier du groupe en cas de défaite et victoire de l'Inter Milan. Donc, on peut finir dernier du groupe. Et sinon, l'option, à titre personnel, je dirais que je la préfère pas. Je préfère une élimination directe que ça. Mais un passage en Europa League est envisageable également. À l'heure actuelle, nous sommes en Europa League. En cas de match nul, on est en Europa League également. Donc, il suffit juste de nous. En fait, c'est très simple. Si Real Madrid gagne, il se qualifie premier du groupe. S'il ne gagne pas, soit il est troisième, au cas où l'Inter Milan et Shakhtar ils font match nul, soit il est dernier.
si jamais l'un des deux il gagne son match. Donc c'est très simple. Tu gagnes, tu passes premier, tu perds, tu es soit en Europa League si l'autre match est un match nul, soit tu es quatrième du groupe si jamais l'un des deux clubs gagne son match. Bon, sportivement, c'est vrai que c'est important, ça ferait tâche, mais avec ce que j'ai derrière là, je pense que ce n'est pas si grave que ça. Le deuxième volet, qui est le volet financier, est un volet qui, à mon sens, est beaucoup plus important et Oui. beaucoup plus grave si le Real Madrid ne l'emporte pas, et tu vas nous raconter tout ça. Voilà, donc on va expliquer ce point-là. Il y a l'enjeu qui, pour la direction, est bien plus important, c'est l'enjeu économique. Euh, il y a un cabinet d'études, sans mentionner le nom, pour pas faire de pub, qui justement qui s'est penché sur le cas du Real Madrid. Alors, pour cette année, pour cette saison, le Real Madrid a déjà réduit son budget. Je parle de réduire le budget et non pas perte. A réduit son budget de 300 millions d'euros. Donc, il faut faire la différence. Ça, c'est une réduction sur les charges. Donc, 300 millions d'euros pour la saison 2020-2021, ça a été décidé. Ce qui fait que pour cette année, le Real Madrid doit faire ses affaires avec 617 millions d'euros. D'accord? Maintenant, comment ça marche au sein du club? Alors, le club, il a un budget de saison, mais son bilan, c'est un bilan sur l'année civile. Ça marche. Donc, en ce qui concerne l'année civile, le Real Madrid a fini avec 313 000 euros de net profit en anglais, c'est-à-dire le gain net. Donc, 313 000 euros, c'est pas Je pense énorme, que mais c'est l'objectif, un des seuls, sinon le seul club oui, européen qui est oui. positif. À l'heure actuelle, c'est l'unique club positif parce que les autres clubs, ils n'ont pas encore déposé leur bilan, mais on s'attend à ce que le Real Madrid soit l'unique club à avoir terminé positif. On parle sur les grands clubs parce qu'il y a les petits clubs qui arrivent à gérer, mais justement parce que leur budget n'est pas grand, il n'y a pas beaucoup de transferts, il n'y a pas beaucoup de charges. Et des fois, lorsqu'on est un petit club et on vend juste un joueur à 20 millions d'euros, bah, c'est suffisant pour financer le club pour 5 ans. Donc, au niveau des clubs top tier, comme on dit, les grands clubs d'Europe, le Real Madrid et peut-être le Bayern de Munich, dans un deuxième plan, sont les deux clubs favoris pour finir avec justement un bilan positif. Alors maintenant, on revient sur ce bilan-là. Alors, sur ce bilan-là, le Real Madrid a obtenu au mois d'avril et le mois de mai un crédit étalé sur 5 ans à hauteur de 155 millions d'euros. Alors l'objectif de ce crédit-là, c'est un prêt, c'était justement d'essayer de couvrir les charges au cas où le Real Madrid ne réussissait pas à vendre ses joueurs lors de l'été. Alors ça, c'est juste une prévention administrative pour avoir de la liquidité afin de justement faire tourner le club. Parce qu'on commençait, le Real Madrid, c'est une institution sportive qui comporte à l'heure actuelle 3 sections. Avant, c'était deux, c'était le Real Madrid Basketball et le Real Madrid Football. Maintenant, on a même la section féminine qui a été un investissement fait par le Real Madrid pour justement attaquer ce marché qui est en pleine expansion mondiale. Donc, le Real, il a obtenu un premier crédit au mois d'avril de 155 millions d'euros et un deuxième de 3 ans de 50 millions d'euros. Alors, l'objectif de ce crédit-là, c'était justement d'essayer de caler d'un point de vue financier, d'un point de vue bilan, les pertes. Et je rappelle encore sur l'année civile, pas l'année sportive. Alors, après le mercato, le Real Madrid, il a pu tirer 113,7 millions d'euros, d'accord? Gra- voilà, grâce aux ventes directes. Et il a pu en rajouter 17 autres grâce aux prêts des joueurs de la Castilla. Et on y ajoute également entre 10 à 13% des réductions sur les salaires des joueurs et du staff, toutes sections confondues. Alors au final, lorsqu'on fait ces comptes en entier, le Real Madrid n'a pas réellement eu besoin d'utiliser ces crédits, ce qui fait que je pense que le deuxième de 50 millions d'euros a été rendu. Le premier, non, parce que 155 millions, c'est assez conséquent. Le Real Madrid le met de réserve. Mais sur le bilan total, c'est 313 000 euros de gains nets avec les ventes des joueurs, avec les réductions de salaire. Alors, le Real Madrid, bien sûr, il estime qu'il a perdu aux alentours de 13% de ses revenus à cause de la pandémie. Et ces 13%, ils sont estimés à 106 millions d'euros net.
plus additionnellement entre 30 et 50 millions d'euros qu'ils pouvaient gagner grâce aux droits TV. Et bien sûr, comme on sait, les droits TV ne sont pas pris en tant que garantie directe parce que c'est signé de manière trimestrielle. D'ailleurs, pour ceux qui sont un peu dans les chiffres, ils peuvent comprendre le problème qu'a une chaîne française avec la Ligue française, justement, parce que les paiements, ils se font par trimestre. Alors, le Real Madrid, il a reçu son paiement du premier trimestre, il a reçu le paiement du deuxième trimestre. Bien sûr, le paiement du troisième trimestre, il y a eu beaucoup de problèmes, ce qui fait que c'est pas compté, mais c'est estimé. C'est-à-dire, concrètement, le Real Madrid, il a perdu 106 millions d'euros à cause du Covid. Et bien sûr, en théorie, il en a perdu 150 si on prend en considération également les droits TV. Alors maintenant, ce qu'il faut parler, c'est justement l'impact d'une élimination en Ligue des Champions. Voilà. Alors en Ligue des Champions, c'est différent. Il y a ce qu'on appelle un système de market pool. C'est le market pool, c'est quoi? En fait, en retransmission TV, la Champions League négocie avec les pays. C'est-à-dire, elle vient avec la ligue du pays, elle négocie les droits d'image des clubs, de la retransmission et tout. Bien sûr, elle fixe un budget pour chaque pays et chaque club a un pourcentage selon son importance. Par exemple, Manchester United et Liverpool, ils gagnent plus que Manchester City ou Tottenham, alors que la retransmission TV se fait sur les mêmes chaînes, sur la même période, sur la même plage horaire avec les mêmes sponsors. Le Real Madrid, bien sûr, c'est si on ne dit pas à l'échelle mondiale, on se limitera en Espagne. Il a la plus grande partie du market pool espagnol, ce qui fait qu'en cas, justement, en cas de qualification au huitième de finale, il gagne automatiquement 80 millions d'euros, quel que soit son résultat. C'est-à-dire, s'il passe en quart de finale ou pas, c'est 80 millions d'euros garantis. Après, le passage en quart de finale ou en demi-finale, il ne rapporte pas autant, c'est estimé à entre 15 à 20 millions d'euros. Le maximum que tu peux faire, c'est 120 millions d'euros en droits d'image. Donc pour le Real Madrid, déjà être éliminé, c'est 80 millions d'euros en moins. Voilà. Donc 80 millions d'euros en moins pour Florentino Pérez, c'est très conséquent. C'est plus que conséquent, sans prendre en considération le cash prize, c'est-à-dire en Champions League, lorsque tu gagnes un match en phase de poule, c'est 8,6 millions d'euros. Donc on a déjà perdu pas mal d'argent. Si on se fie aux statistiques, par exemple, le Real Madrid, il a perdu 2 matchs, donc ça fait déjà 16 millions d'euros. Avec le match nul, ça fait 20 millions d'euros perdus. En phase de groupe, c'est très conséquent, mais bon, d'un point de vue sportif, c'est assez négligeable par rapport à ce que tu peux gagner en cas de qualification. Mais à l'heure actuelle, c'est encore pire. Donc c'est déjà 20 millions fois 80 millions d'euros. Si tu ne te qualifies pas, tu as déjà 100 millions d'euros de pertes de la Champions League. C'est énorme, c'est plus que conséquent. Il n'y a pas vraiment d'où aller chercher ces 100 millions d'euros parce que vendre des joueurs de l'effectif, c'est pas une solution. En même temps, le terrain, le Bernabéu, déjà, il est en reconstruction, donc il n'est pas disponible. Il n'y a pas la billetterie. Il n'y a pas tout l'engouement médiatique que génèrent les visites au Real Madrid, au Santiago Bernabéu, Exactement. la ville de Madrid également. Donc, il y en a même des cabinets qui estiment qu'en cas d'élimination de la Champions League, le Real Madrid peut aller jusqu'à 200 millions d'euros de pertes, ce qui est très conséquent pour les caisses. Comme on sait, nous, c'est juste des chiffres de ce qu'on lit de la presse, de ce que certains estiment, mais la Junta Directiva, bien sûr, elle a accès aux chiffres réels, elle a accès à ce qui se passe à l'instant T. Donc, pour eux, je pense, à l'heure actuelle, le Real Madrid, l'enjeu, il dépasse le sportif. C'est plus qu'une qualification en huitième de finale, c'est toute l'économie d'un club qui est en train d'essayer de reconstruire non seulement son club, mais son stade. Bon, peut-être que nous sommes axés sur l'équipe masculine, mais il faut savoir que l'équipe féminine, c'est un nouveau investissement, c'est-à-dire qu'il y a eu un budget aussi. Et l'objectif, c'était justement d'essayer d'exploiter cette expansion des droits télévision vendus pour le football féminin. On n'est pas en train d'en profiter parce qu'ils ne jouent pas au Bernabéu, on ne peut pas leur donner toute l'attention que ça mérite, sans compter que l'équipe de basketball, qui a toujours été au rendez-vous sur le plan sportif, 9 Champions League, meilleur club d'Europe. Il y en a même ceux qui réclament que le Real Madrid mérite une place en NBA. Donc, c'est une section qui est également touchée et c'est une section qui vit également grâce au football. Donc, c'est une perte de 200 millions d'euros. C'est très conséquent pour cette dernière aussi. Je pense que les joueurs, ils sont conscients. Leurs salaires sont engagés directement en cela. Donc, il y a une bonne motivation. S'il n'est pas sportif, alors il est financière pour tout le monde. Je pense que Florentino Pérez, il va passer un message. Un message sur un chèque au moins. Donc, pour moi, je pense que au-delà du fait que le Real Madrid n'a jamais été éliminé en phase de poule, c'est vraiment catastrophique une élimination en ce tour-là pour les finances du club, surtout que pour les supporters, mais également pour leur compte directiva, le prochain mercato est plus que critique.
pour le projet Florentino Pérez en entier sur les 5 prochaines années parce que bien sûr, la projection, la vision Pérez, pour, ce qui est pour certains son dernier mandat, vu qu'avec l'âge et tout, bon, on souhaite qu'il reste le plus longtemps possible parce que c'est le meilleur président qu'on a jamais pu avoir. Mais en même temps, il faut être pragmatique. Il va essayer de lancer le stade dans 2 ans et pour cela, il faut que le Real Madrid et comme tu dis toi, heu, il faut qu'il y ait une icône, il faut qu'il y ait une tête d'affiche et cette tête d'affiche-là, elle a besoin de beaucoup d'argent et cet argent-là, il dépend vraiment des performances sportives du club. Alors, c'est d'autant plus important de gagner ce match-là que ça faciliterait le mercato parce que s'il n'y a pas beaucoup de pertes, le Real Madrid est beaucoup plus crédible vis-à-vis des banques. Il pourra avoir des crédits normalement et ce qui pousserait la Junta Directiva de faire un grand mercato parce que le mercato, il est obligatoire pour deux choses, pour refaire l'équipe et pour refaire l'équipe dans le nouveau stade. Comme je dis, il faut une tête d'affiche, mais il faut aussi d'autres joueurs pour refaire l'équipe. Donc, Oui, Mbappé, Haaland ou Pamecano, pour ne citer que ces trois-là, et ça voilà. va demander beaucoup d'argent. Donc, comme promis, nous avons fait un tour complet et j'espère que nous n'avons rien oublié pour ce côté financier de ce match-là. Revenons aux sportifs et avec certainement la blessure d'Odegaard, la question se pose Oui. à savoir est-ce que il y a un débat sur le départ de Pintus ou pas? Parce que nous avons l'impression qu'avec Dupont, il prépare l'équipe pour une petite période, alors que Pintus avait l'habitude de préparer le Real Madrid sur toute l'année. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement? Donc justement, comme on sait, l'épisode Pincus, ça reste un épisode très ambigu, entre Zinedine Zidane et l'homme qui était considéré comme un ami intime à lui. Donc, selon la presse espagnole, Zinedine Zidane aurait très mal pris le fait que Pincus ne l'ait pas soutenu en démissionnant lors de la démission de Zidane. On sait, que Pincus, il a décidé de continuer avec Lopetegui et de rester au Real Madrid, ce qui a été très, très mal pris de la part du coach français. Donc, après, la relation est devenue froide et à son retour, rien n'allait. Il n'y a pas eu de communication entre les 2. C'est devenu très platonique. Pintus ne se sentait plus chez lui et Zinedine Zidane, comme on le connaît, c'est un homme qui paraît calme, mais c'est quelqu'un qui a un caractère fort également. Donc, la cohabitation entre les 2 n'était plus possible et apparemment, Pintus, il a décidé, afin de préserver justement ce qui a été fait entre les 2 hommes et il a décidé que la distance et le temps, allaient pouvoir relativement guérir les blessures et justement il a quitté pour l'Inter Milan pardon, parce que je sais que les fans de ce club n'aiment pas le 2 entre l'Inter et le Milan. Donc voilà et bah, depuis on a recruté Grégory Dupont qui a été, le préparateur physique de la France lors de la coupe du monde et justement c'est un préparateur physique qui est spécialisé sur les préparations de courte durée. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut te préparer pour une compétition de 1 à 2 mois et je pense que, la reprise covid en a été la preuve. Le run, incroyable qu'on a fait, de je ne sais combien de matchs sans défaite, peut-être 10 victoires et un nul n'aurait jamais été possible sans cet homme-là. Justement, il faut rendre à César ce qui est à César. Mais justement, c'est ça son problème également, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de préparer une équipe pour toute une saison. Et nous sommes en train, de payer justement les frais de ce choix-là. Peut-être la presse espagnole n'en a pas encore discuté, n'en a pas encore fait un gros titre. Nos amis des Chiringuito, ils ont leur émission qui commence dans 25 minutes, donc on verra ce qu'ils font dire. Mais sinon, du côté de justement de la, sphère espagnole, on commence à pincer un peu, on se pose des questions. Luka Jovic n'est jamais prêt. Même Karim Benzema qui est un joueur, qui est très connu de prendre soin de lui, il commence à avoir des blessures. Dani Carvajal, avec Pintus, il est revenu d'une blessure cardiaque et pourtant il avait repris son rythme, mais depuis que c'est Grégory Dupont, il n'arrive plus à enchaîner 2 mois. Sans parler que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à glisser 1 ou 2 mois à Isco.
Isco, sa forme physique, c'est beaucoup de points d'interrogation. Il est où le préparateur physique dans tout cela? Donc il y a une grande équation, beaucoup de joueurs entre mauvaise préparation physique, blessures, mauvaise forme, pas de rythme et tout. Donc commence à se poser des questions du côté des supporters espagnols. Bon, la presse, quant à elle, elle part rarement voir ce qui se passe à côté des adjoints. Pour elle, il y a une seule tête pensante, c'est une tête qui est responsable de ce qu'a mangé Isco hier, à ce que va faire Benzema demain pour essayer Zidane, tout simplement. Donc, je vois mal qu'il y ait une polémique sur la gestion de Grégory Dupont. Tout le monde est concentré sur le match du mercredi, mais on ne l'espère pas. En cas de mauvais résultat, bien sûr, tous les dossiers vont sortir. Et en cas de victoire, bah, je pense que, comme tu dis, ça sera l'occasion de relancer cette saison parce qu'on va pouvoir souffler. On va garantir la première place, n'en déplaise à certains. C'est-à-dire que dans les pires des cas, on a fini premier. Et bah, avec la reprise des cadres comme Valverde, Carvajal, et sûrement Eden Hazard qui, pour une fois, n'est parti que pour 10 jours. Donc, on commence à se réjouir de ces durées d'absence. Ce sera l'occasion de justement lancer cette saison et essayer de rattraper le retard en Liga qui reste, comme l'a mentionné Zinedine Zidane, l'objectif principal de la saison. Alors, comme tu as dit, n'en déplaise à certains, maintenant, il faut faire le dos rond et on est à 2 victoires. Je pense que nous sommes à 2 victoires parce que si le Real Madrid arrive à battre le Borussia et s'il arrive à battre l'Atlético pour réduire son déficit de points en Liga, je pense que ça va coïncider avec le retour de tous les blessés et à ce moment-là, la Liga, enfin la saison du Real Madrid pourra repartir sur un meilleur pied. Quant au dossier de Dupont-Pintus, on le sort avant peut-être tout le monde. Et je voudrais dire que il y a certaines personnes et des voix qui s'élèvent pour déjà commencer à dire oui, le Real Madrid va jouer en C3 ou en C2 plutôt, ou en C3. Et certainement, peut-être qu'il ne jouera pas et les gens s'égosillent et les gens en font leur chou gras. Mais pour ma part, ce que je dirais, quand vous arriverez à ce chiffre-là, vous pouvez et vous pourrez dire. Et tant que vous ne l'avez pas fait, tout ce que vous dites, c'est des choses qui sont en l'air. Et je pense qu'il faudra plus qu'une vie pour arriver à ce chiffre-là. Et je pense même que la Ligue des Champions changera avant que ce chiffre ne pourra être atteint par une autre équipe que le Real Madrid. Alors, on ne va pas faire de prévision. On ne va pas faire de prévision ni pour le 11, ni pour le score. Et on verra ça dans notre prochain Before. Celui-là est maintenant terminé. Nous espérons vous voir et avec un grand sourire au prochain. En attendant, à la Madrid y nada más. À la Madrid.